Merci de suivre Repère, mesdames et messieurs, nouveau numéro. Je reçois pour vous, pour la toute première fois, un invité de marque. D'ailleurs, il n'est plus à présenter. C'est quelqu'un dont vous connaissez déjà, mais c'est sa toute première fois. De venir répondre à notre invitation, de revenir sur Repère. Lui, c'est Ben Bryant Mbouyi qui nous fait honneur de répondre à nos questions ce soir. Il est candidat député provincial pour la commune de Lemba. Aussi, il est membre du parti RDT. Avec lui, nous allons devoir parler sur l'actualité politique en RDC, les élections qui nous sommes à un pas des élections. Déjà, c'est la campagne dès ce dimanche et aussi de son projet en tant que député pour la commune de Lemba. Ben, bonsoir. Bonsoir, M. Jules. Merci de l'invitation. Vous allez bien? Ça va très bien. Joli plateau ici, c'est la première fois que j'apprécie beaucoup. Merci en tout cas de répondre à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Vous étiez hier au Palais du Peuple, vous avez reçu l'invitation de rehausser à la manifestation du discours du président de la République. Vous étiez là, présent. Pourriez-vous un peu nous brosser un tout petit peu du discours du président de la République? Eh bien, il faut déjà noter que c'est un devoir constitutionnel. Le président de la République, généralement à la fin de chaque année, il doit, devant le Parlement réuni en congrès, faire les discours sur l'état de la nation. Un discours qui, d'ailleurs, ne fait appel à aucun débat parce que le président n'est pas rédévable devant les chambres parlementaires. Cependant, c'est l'occasion pour le chef de l'État de brosser les tableaux sur ce qu'a été sa politique parce que le président de la République étant la première tête de ce qu'on va appeler ici l'exécutif, au fait, parce qu'à côté de l'exécutif qui est le chef de l'État, il y a le gouvernement avec lui. Et donc, le président a présenté son discours sur l'état de la nation. Et ça, c'est allé partant de la sécurité jusqu'au plan social. Le président de la République a fait les déroulés au fait de ce qui s'est passé au courant de l'année dernière, disons que cette année en cours. Vous noterez que cet exercice a été un tout petit peu anticipé parce que nous entrons en campagne électorale et qu'avant que le président ne porte sa robe de candidat à sa propre succession, avant qu'il ne rentre de plein pied dans la campagne électorale, il était donc de bonne loi qu'il puisse répondre à ses devoirs constitutionnels. J'ai noté aussi que le président de la République a brossé vraiment le tableau de manière complète, parce qu'on a senti justement qu'il avait des références plus ou moins correctes sur la situation générale du pays. Il faut noter qu'en tant que candidat à sa propre succession, le président de la République était naturellement, en tant que politique, il était dans une peau, j'allais dire, d'un candidat. Parce que, là, il n'était pas le candidat qui parlait, mais j'ai dit la peau d'un candidat parce que ceci était un discours bilan. Vous noterez que c'était les derniers discours sur l'état de la nation de son premier quinquennat. Et il a conclu ce discours de la plus belle des manières. Ce qu'il a montré d'où nous sommes venus, parce qu'il nous a rappelé d'entrée de jeu que pour la première fois, il prenait parole en décembre 2019 en tant qu'élu par la population congolaise. Et donc, il était temps maintenant de faire non seulement les discours sur l'état de la nation pour cette année, mais aussi un peu le résumé de son quinquennat à la tête de ce pays. Et il a chuté de la meilleure des manières, j'allais dire, parce qu'il nous a montré d'où l'on est venu et où nous en sommes arrivés. Okay. Et il a dit, pour conclure, que nous avons donc le choix de choisir justement entre répartir à zéro et ou consolider les acquis que nous avons engrangés depuis 2019. Et donc, moi, je pense justement que c'était un discours prompt et c'était un discours qui est tombé à point nommé. Et je pense que chacun d'entre les Congolais se retrouvait. Moi, personnellement, parce que je m'attendais du chef de l'État à une condamnation ferme, mais surtout un engagement véritable de rétablir la paix, la quiétude en ce moment à ce qui se passe à Malémankoulou. Nous sommes dans le Haut-Lomami. Vous noterez avec moi qu'une partie du peuple congolais est meurtrie dans sa chair. À côté de ce que nous connaissons déjà comme problème, il y a une partie du peuple congolais qui est prise à partie dans le territoire de Malémankoulou. Nous avons vu des images ahurissantes, nous avons vu des images pénibles, nous avons vu des images qui laissent entrevoir une guerre civile, qui laissent entrevoir un danger permanent à nos portes. Et le président a tapé du poing sur la table pour dire qu'il faut à tout prix rétablir la paix. Et je crois qu'il a pris les dispositions nécessaires pour que cela ne puisse pas s'envenimer.
Vous venez de peindre tout simplement le discours du président de la République hier au Palais du Peuple, mais de manière personnelle et avec des convictions, croyez-vous que le bilan du président de la République a été satisfaisant et une réussite? Alors, monsieur Jules, je vais vous regarder droit dans les yeux et vous dire que le bilan du président Tshisekedi n'est pas parfait, mais c'est un bilan satisfaisant. C'est un bilan satisfaisant. Le bilan est très satisfaisant. Pas parfait, mais satisfaisant. Non, pas du tout. La perfection n'est pas de ce monde. Le bilan n'est pas parfait, mais le bilan il est satisfaisant. Mais on doit tendre quand même à la perfection. On aspire à la perfection. Mais c'est un idéal. C'est un idéal justement, un idéal que l'on ne peut malheureusement pas atteindre. Vous irez dans tous les pays du monde, vous ne trouverez aucune perfection. Dois-je vous rappeler, monsieur Jules, que la dernière élection aux États-Unis d'Amérique, disons que c'est peut-être le plus grand pays en termes de démocratie, la dernière élection, elle a posé beaucoup de problèmes. Vous vous rappellerez que pour la première fois, nous avons vu des gens entrer dans les Capitoles et même violer le bureau ovale qui est le bureau du président américain. Alors ça, c'est un exemple, et nous avons partout dans le monde, vous avez les élections en France qui ont créé aussi beaucoup de problèmes. Vous vous rappellerez que le président Macron a été pris à partie par ses opposants plus d'une fois, et ainsi de suite. Donc partout dans le monde, il y a de problèmes, et comme je le disais, la perfection n'est pas de ce monde. Cependant, nous sommes venus de quelque part. De mon point de vue et du point de vue de beaucoup de Congolais, il était question de débroussailler, il était question de balayer, il était question d'abord de faire le ménage dans les institutions, de faire le ménage dans les institutions et aussi dans les instances de prise de décision, faire le ménage avant d'implémenter une vision. Et le président Tshisekedi, le cœur à l'ouvrage, a travaillé justement pour débroussailler avant d'implémenter des réformes, avant d'implémenter justement une vision qui commence à prendre forme aujourd'hui. Et je peux vous le dire, il faut continuer pour terminer. Une vision qui commence à prendre forme aujourd'hui. Parlons un peu de... Parce que le président s'est un peu félicité. Je ne dirais pas un peu, mais le président s'est félicité des 1041 écoles construites pendant son quinquennat. On parle de 1041 écoles. Ok, qu'en est-il? Première question. Pourquoi le président a attendu seulement vers la fin de son mandat pour toutes ces réalisations? Et puis, qu'en est-il de la qualité de l'enseignement? Parce qu'aujourd'hui, on se réjouit, oui certes, il y a eu autant de millions d'enfants qui ont accès à l'éducation, mais qu'en est-il de la qualité de l'enseignement? Très bien. Le premier volet de votre question, monsieur Jules. Pourquoi il fallait attendre ce moment pour faire ce bilan? Mais bien évidemment parce qu'il s'agit d'un bilan. Et parce que vous savez que les écoles, ça prend du temps pour être construit. Ce sont des ouvrages, c'est des infrastructures qui ne peuvent pas être construites d'un claquement de doigts. Et deuxièmement, il faut que je vous explique, c'est parce que je venais de le dire tout à l'heure, il fallait d'abord balayer devant la cour. Il fallait d'abord remettre de l'ordre. Et vous serez d'accord avec moi? Ça veut dire que quand vous dites qu'il fallait d'abord mettre de l'ordre, il y avait un désordre criant. Tout le Congolais le sait, il y avait un désordre criant. Et moi, j'étais dans les mouvements citoyens. Le désordre s'est stoppé? Toujours pas, toujours pas. Il y en a encore, il y a des brebis galeuses, il n'en manque jamais. Et même au sein de l'Union sacrée, il y a de brebis galeuses. Et même au sein, j'allais aller plus loin pour vous dire, même dans l'entourage du chef de l'État, il y a des brebis galeuses. Et nous l'avons vu plusieurs fois, le président de la République sanctionner ses proches collaborateurs. C'est vous dire que les désordres, il ne peut pas manquer, mais il y a un engagement ferme, il y a une détermination, il y a une volonté. Comme aime à le dire le ministre Mouyaya, on ne va pas reprocher au président Tshisekedi la volonté de bien faire. Donc aujourd'hui, il y a une ferme volonté et ça se voit et ça saute aux yeux. Et donc cette volonté doit être d'abord félicitée parce que tout part de là. Que vous ayez une volonté de faire des choses, ça prouve que vous pouvez le faire. Et justement, l'ordre a été ramené dans la maison, comme on va dire, à comportement de cafard, réaction de babouche. Donc, il y a certaines personnes qui ont été sanctionnées, il y a l'IGF qui a été réanimé, il y a la Cour de compte qui est aussi réanimée, et donc il y a des choses qui sont faites. Mais il y a un candidat président qui a dit, dès que lui passe président de la République, il va supprimer l'IGF. Ben, vous savez, le populisme, ce que ça veut dire en politique. Beaucoup d'entre les candidats sont populistes. On ne va pas leur taxer sur le rêve. On va leur laisser le droit de rêver. Il n'y a pas de taxe au rêve, donc on va leur laisser rêver tranquillement. Mais l'IGF, c'est une instance qui aide ce pays justement. Quand un candidat veut supprimer l'IGF, il aura à nous expliquer pourquoi il veut supprimer la police financière qui est l'IGF. Mais ça fait un bout de temps, on ne sent plus l'IGF comme on le sentait jadis, il y a quelques mois ou bien il y a eu une année, 2 ans passés. Si vous voulez mon avis, je veux vous dire que l'IGF devrait travailler dans les silences.
Je n'ai jamais été partisan du folklore. Je n'ai jamais été partisan de la super médiatisation. Il a été rappelé à l'ordre d'une certaine façon. J'espère que c'est cela. J'espère que c'est cela parce que de mon point de vue, l'IGF devrait travailler dans le silence avec un contrôle a priori et a posteriori. Donc de mon point de vue, que l'IGF soit un peu rentré dans le gond, moi ça ne me pose aucun problème. Ce dont nous avons besoin, c'est plutôt l'efficacité dans la gestion, dans l'encadrement de ressources ou de finances de la RDC. Et le reste, le folklore qui va tout autour, moi ça m'intéresse très peu. Donc comme je suis en train de dire, ces écoles ont été construites parce qu'ils font partie, ces écoles, elles font partie du projet PDL 145 territoires, pour la plupart. Et donc, le projet PDL 145 territoires, il a été lancé il n'y a pas très longtemps. Et donc, normal qu'on puisse attendre la fin de la réalisation de ces ouvrages pour finalement en parler. Et bien évidemment, il faut constater que c'est la fin du quinquennat. Et donc, il faut faire un bilan partant de 2019, là où nous avons commencé, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et ce n'est pas dire que c'est politiquement calculé d'en parler aujourd'hui, mais c'est dire qu'il fallait attendre effectivement qu'il y ait une réalisation, ainsi donc on en a parlé. Mais pour évoquer votre deuxième question, ou le volet de votre deuxième question, qui parle de la qualité de l'enseignement. Très bien. Tenez, messieurs Jules, la qualité de l'enseignement tient à quoi exactement? La qualité de l'enseignement tient dans un premier temps au cadre d'abord. Il faut qu'il y ait de cadre, j'allais dire, il faut qu'il y ait les infrastructures qui vont avec. Il faut qu'il y ait de bancs. Il faut qu'il y ait de tableaux. Il faut que les enfants étudient dans des conditions, pas les meilleures, mais dans des conditions qui respectent des standards acceptables. Et ça, c'est en cours d'être fait avec le 1041 écoles que vous avez évoqué, avec la rénovation de plusieurs autres écoles. Je pourrais évoquer le cas de l'école Mokengeli dans ma commune, la commune de Lemba. Cette école a été construite, j'allais dire a été rénovée, a été remise sur le rail. Cette école a été équipée en bancs. Et en plus de cela, il y a eu la gratuité de l'enseignement qui a été décrétée depuis 2019. Il y a eu des refus au début, il y a eu beaucoup de difficultés, mais au jour d'aujourd'hui, la gratuité de l'enseignement est un fait, est une réalité et personne ne peut plus jamais remettre en doute cet acquis que nous avons eu et de mon point de vue, l'un des plus grands acquis de ce quinquennat. Et donc, de ce point de vue, la gratuité implémentée, les bâtiments en cours de réfection, d'autres qui sortent des terres, la qualité maintenant de l'enseignement va aussi du traitement, le traitement des enseignants. Le traitement des enseignants, c'est une question qui est en cours d'être complètement résolue. Cette question, parce que justement, vous connaissez l'histoire de nouvelles unités qui ont été prises en compte, vous connaissez aussi l'histoire du traitement même des enseignants. Il y avait dans ce pays des enseignants d'une certaine catégorie d'école qui se retrouvaient tels de princes qui mangent à la table du roi avec des salaires plutôt très éloignés de ce que recevaient les autres. Je parle ici des écoles conventionnées. Les écoles conventionnées catholiques. Je n'allais pas dire catholiques, j'allais simplement dire des écoles conventionnées. Mais alors... Les téléspectateurs comprennent. Voilà. Mais alors aujourd'hui, on a remis de l'ordre, on a remis, j'ai envie de dire, on a remis une sorte d'équité. Parce que voyez-vous, il faut faire un choix entre le champagne pour les uns ou de l'eau potable pour tous. Il faut faire un choix, mais le choix, il est clair. Le choix, c'est que tout le monde prend la même eau et l'eau potable, comme ça, personne n'en meurt. C'est la raison pour laquelle... la majeure partie, ou bien ces enseignants des écoles conventionnées, comme vous n'avez pas pu citer le reste, ont essayé, commencent un peu à bâcler la qualité de l'éducation. Que ça s'avère vrai, ou que ça s'avère que ces enseignants ou ces institutions sont en train de bâcler la qualité de l'enseignement. Déjà, j'en doute beaucoup parce que moi, j'en connais beaucoup qui fréquentent ces écoles et je n'ai pas jusque-là constaté un nivellement, je n'ai pas jusque-là constaté un rabais, je n'ai pas constaté justement une sorte de dégradation. Mais si par malheur, ça leur passait par la tête d'agir de telle façon, le peuple congolais tirera les conclusions qui s'imposent. C'est de dire que ces personnes ne sont pas de véritables patriotes ou ce ne sont pas simplement des gens qui disent travailler pour l'intérêt du Congolais. Ouvrons une parenthèse et on va la refermer aussi vite. J'ai reçu un appel d'un compatriote qui séjourne en Afrique du Sud. Il s'est plaint par rapport à notre éducation d'une certaine façon. Ce chamboulement-là qu'il y a eu à l'école secondaire. Parce qu'autrefois, on avait première CIO, deuxième, troisième. Aujourd'hui, on a maintenant deuxième, troisième, quatrième, sixième, septième. C'est un peu désordonné. Les étudiants qui quittent l'RDC, qui vont par exemple en Afrique du Sud pour aller étudier, ils sont qualifiés comme de mafieux d'une certaine façon. C'est comme s'ils sont en train de falsifier les documents parce que leur système d'éducation, là-bas, eux, c'est de manière montante. C'est 1, 2, 3, 4, 5.
Mais nous, au lieu de monter, nous sommes en train de regresser d'une certaine façon. N'estimez-vous pas peut-être que c'est un peu désordonné, cette façon de faire les choses? Alors, vous savez, moi, quand j'étais universitaire, j'ai étudié comme tout Congolais aurait étudié, parce que je suis un fruit de l'éducation ou du système éducatif congolais. J'ai étudié de G1, c'était ma première année à l'université, et j'ai fini en L2. Aujourd'hui, mes cadets qui sont à l'université commencent par L1, parce que le système LMD, justement. Cette réforme, elle a été facilement acceptée parce qu'elle nous vient de l'étranger. Nous avons très vite adapté le système LMD. Vous me parlerez de la standardisation, vous me parlerez de la mondialisation, je vous le concéderai. Et donc, on a facilement accepté la réforme parce qu'elle vient de l'étranger. Mais lorsque nous, notre propre système, parce que beaucoup d'entre les Congolais veulent au fait que le système éducatif congolais soit adapté à nos réalités, y compris les matières que l'on donne aux élèves. Mais lorsqu'on vous dit, par exemple, qu'il faut qu'on aille au niveau primaire, qu'on aille de première à huitième, vous pensez justement qu'il y a un problème. Et moi, je pense que c'est simplement une question de supputation. Parce que le système congolais actuel, tout comme ancien, n'a jamais été adapté à tous les pays du monde. Chaque fois qu'un étudiant congolais quitte la RDC pour aller à l'étranger, il y a toujours une sorte d'adaptation. C'est-à-dire qu'on essaie d'évaluer son niveau, on essaie de voir que représente tel diplôme dans son pays. Ici en RDC, on parle des diplômes d'État. En France, on vous parle du bac, le baccalauréat, un peu comme dans les pays de l'Afrique de l'Ouest, on parle du bac. Et donc, quelquefois, le diplôme d'État ici n'a pas toujours, je dis toujours, le même niveau que le bac dans certains autres pays. Alors même si, effectivement, nous avons fait beaucoup d'efforts pour que notre diplôme d'État soit mondialement reconnu, mais il y a toujours ce décalage qu'on peut réadapter. Je ne pense pas véritablement qu'il y ait problème de ce côté-là. Nous devons, nous, continuer sur cette lancée, d'adapter le système congolais, le système éducatif congolais, j'allais dire, il faut l'adapter aux réalités congolaises. Et c'est même ici une invitation que je vais lancer à nos dirigeants, c'est de revoir justement les contenus, le contenu de nos cours. Moi, puisque j'étais universitaire, j'avais une vingtaine de cours lorsque j'étais en première année de graduat, une vingtaine de cours, et je ne peux pas vous dire que plus de 15 cours étaient très importants dans mon cursus. Et donc je pense qu'il faut toujours revoir, il faut toujours adapter au contexte congolais parce que nous étudions surtout pour servir en premier lieu ce pays. Parlons maintenant sur le point économique. Dans le discours du président de la République, il a dit que l'économie a connu une croissance de plus de 6,2% en 4 ans. Mais il y a eu croissance. On n'arrive pas à ressentir ça dans le chef du Congolais, sur toute l'étendue du pays. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Cette question, M. Jules, elle est très importante pour moi. Et je veux vous rappeler qu'à la dernière élection en France, la toute dernière élection, le premier thème qui a été abordé lors du débat contradictoire entre Mme Le Pen et M. Macron, c'était justement la question du pouvoir d'achat. Parce que ce thème était essentiel, était principal, cette thématique, elle était principale dans les discussions en France. Essentiellement au moment de la campagne, parce que les Français perdaient leur pouvoir d'achat. Le Congolais aussi ont perdu leur pouvoir d'achat. Et ils continuent à perdre. Oui, et malheureusement, ça va durer encore un peu longtemps. C'est comme la crise de subprime. Je suis un peu économiste, donc je connais un peu ce qu'a été la crise de subprime, c'est-à-dire qu'à partir des États-Unis, lorsque les immobiliers ont connu une grande crise, ça a impacté le monde entier. La guerre en Ukraine aujourd'hui, les gens vont ne pas le croire, ou les gens essaieront de ne pas l'admettre, mais la guerre en Ukraine a posé de sérieux problèmes à l'économie mondiale. Vous avez vu des présidents africains se mobiliser pour aller rencontrer le président Poutine de la Russie et celui de l'Ukraine, Vladimir, j'oublierai son nom. Non, je parlais plutôt de Volodymyr Zelensky de l'Ukraine. Les deux présidents ont été rencontrés par des dirigeants africains pour essayer de désamorcer la crise. Parce que, savez-vous, la grande partie du céréal que nous consommons en Afrique passe par ces deux pays-là, ou du moins par l'Ukraine. Et donc cette crise a impacté, et alors de manière indirecte, par effet d'entraînement, les économies mondiales aujourd'hui sont liées. Et ça, les gens doivent le savoir. La RDC elle-même, à partir de ces matières premières, peut gravement influencer l'économie mondiale. Certains pays dans ce monde ont connu un boom économique à cause de matières premières congolaises. Et donc ces matières premières, lorsqu'elles seront peut-être contrôlées, surveillées, vous verrez que certains pays étoufferont.
certains pays suffoqueront. Je ne veux pas ici évoquer le Rwanda, qui est lui-même un grand agresseur du Congo à cause de ces matières premières, parce qu'ils vivent essentiellement de nos minerais. Et donc, les économies sont liées. Comme une plaque, les effets d'entraînement sont partout. Nous ne sommes pas les seuls à connaître les difficultés économiques que nous connaissons aujourd'hui. Et fort malheureusement, notre économie est ce qu'on appelle une économie extravertie. Une économie d'exportation, j'allais dire d'importation. Et non une économie d'exportation. Parce que la plupart de ce que nous consommons ici, je regarde votre jolie veste, je regarde un peu la mienne, moins bonne que la vôtre, mais je me rends compte qu'elle est aussi importée. Très peu de choses, très peu de ce que nous mangeons, très peu de ce que nous utilisons a été fabriqué au pays. Dans la plupart des cas, ce sont des importations et donc il y a ce qu'on peut appeler une dépendance à l'étranger. Parce que nous devons acheter tout ceci en devises. Et notre économie, notre monnaie, connaît ce qu'on appelle une cotation à l'incertain. Il n'y a pas de franc congolais qui soit référence. Notre référence a toujours été le dollar. On vous dira toujours que 1 dollar égale 2600 francs. Pour parler de la réalité, 1 dollar égale 2600 francs. Ça, c'est la cotation à l'incertain. Donc, on ne cote pas notre monnaie par rapport à sa valeur nominale. Et donc, on ne cote pas notre monnaie par rapport à sa valeur nominale, mais on cote notre monnaie par rapport à l'unité qui est l'unité de la devise, qui est dans la plupart des cas le dollar américain. Et donc, ayant une économie extravertie, ayant une économie complètement dépendante, et le président Tshisekedi a évoqué la question parce qu'il a fait une très belle passerelle entre sa vision, qui est celle de laisser le sol prendre sa revanche sur le sous-sol. Il a fait une belle passerelle pour dire qu'il faut diversifier l'économie congolaise. Il faut accepter aujourd'hui que nous ne soyons pas complètement dépendants simplement de nos matières premières. Il faut que nous arrivions à une transformation. Il faut que nous arrivions à exploiter nos terres avec l'agriculture notamment pour diversifier cette économie. C'est là que nous arriverons à résorber la crise, à renverser la courbe et donc changer de cap. C'est un projet à long terme. Oui. Ça prendra encore du temps. Tout naturellement, toutes les grandes réformes, surtout en ce qui concerne les réformes économiques, elles ont toujours pris beaucoup de temps. Parce qu'en économie, le court terme, c'est 3 ans. Le moyen terme, c'est entre 7 ans. Et donc, oui, on peut de toute façon, on est là pour jeter les jalons, pour implémenter ou pour mettre des bases, pour mettre ce qu'on appelle la fondation. Et donc, la fondation étant posée, on peut maintenant continuer avec le mur. Très bien, parlons maintenant élection. Il y a eu cadre de concertation la CENI avec les candidats présidents de la République. Estimez-vous vraiment que les élections du 20 décembre 2023 seront des élections apaisées en République démocratique du Congo? Très bien. Cette question est très importante. J'ai évoqué en début d'émission, quand je parlais du bilan du discours du président Tshisekedi, j'ai évoqué la question en Malémankoulou, plus précisément. Parce qu'il y a la candidate Joël Billet qui est en train de se plaindre sa circonscription ou bien son fief. Son fief et n'est pas en paix d'une certaine façon. Comment est-ce qu'on va devoir exclure son fief ou bien sa province parce que est-ce que les élections seront bel et bien apaisées? Parce que le candidat Martin Fayulu a évoqué aussi certaines réalités par rapport à la cartographie. Et c'est à peine que le président Kadima leur remettrait les éléments. Et aussi, il fallait qu'on puisse afficher dans tous les bureaux de vote que chaque personne, quand elle voit au moins son nom être parmi les personnes, les votants en fait. Mais si aujourd'hui, jusqu'à présent, rien n'est encore fait, est-ce que ce n'est pas une fraude qui est déjà conçue en avance? Alors, je n'aime pas trop les alarmistes, malheureusement, mais force est de constater qu'il y a... Martin Fayulu était un alarmiste. Je pense que Martin Fayulu n'est pas exempt de tout reproche en ce qui concerne les élections. Il n'est pas exempt. Non, pas du tout. Il est parmi ceux qui ont appelé à ne pas se faire enrôler dans un premier temps. Il est allé se faire enrôler lui-même. Il est parmi ceux qui ont appelé à ne pas déposer des candidatures. Il n'y a aucun de ces députés en tout cas de ce potentiel députés qui ont déposé leur candidature. Et volte-face, mais quelle volte-face, quel revirement à 90 degrés.
lui-même, il est candidat à la présidentielle. C'est vous dire quand même que, en dépit du respect que j'ai pour la personne hein, et pour son parcours politique, bien évidemment, je considère quand même que dans cette question, en tout cas cette question électorale, il n'est pas exempt de tout reprocher. Donc il n'est pas non plus sain. Et d'ailleurs, il a aussi une grande part de responsabilité parce qu'en tant que leader d'opinion, la parole qu'il porte, faut-il peut-être rappeler qu'il a été deuxième aux élections dernières. Donc la parole qu'il porte a une certaine répercussion, a une certaine conséquence sur les comportements de Congolaises, certains Congolais et certaines Congolaises. Et donc de ce côté-là, je crois qu'il en est pleinement conscient, mais qu'il devrait peut-être s'amender. Et donc, les observations par contre que le président Fayulu a fait, le président décidé, les recommandations qu'il a fait me paraissent justifiées, me paraissent justes. Je suis moi-même candidat. Vous l'avez peut-être dit en début d'émission, je suis moi-même candidat et je suis moi-même sur terrain. Là encore, j'étais avec mes électeurs, la population. Chez moi, à Lemba, nous connaissons un problème, comme tous les Congolais d'ailleurs, dans leur grande majorité, nous connaissons un problème de défectuosité de cartes d'électeurs justement. Le président Tshisekedi, le président de la République, lui, il en a parlé et il a aussi fait des recommandations quant à ce. Nous notons quand même qu'il y a un gros problème à ce niveau-là. Les cartes sont ce qu'on peut appeler de médiocre qualité. En tout cas, elles sont de piètre qualité. Je n'ai pas de carte d'électeur à l'instant où je vous parle. Parce que la mienne, c'est un tableau vide en ce moment. Et je suis allé pour me faire un duplicata. Fort malheureusement, on m'a demandé 10 $ pour faire un duplicata. Avant que le président Tshisekedi n'aborde la question dans ce cadre des concertations, je faisais un tweet justement pour demander à la CENI de trouver un mécanisme par lequel on va laisser les gens voter même si leur carte n'est pas en état. Ça veut dire que si par un système, on peut identifier un électeur, qu'il s'agisse par exemple de l'empreinte digitale ou qu'il s'agisse de l'iris dans l'œil, qu'on puisse identifier les électeurs et qu'on le laisse donc voter. Parce que non seulement on n'a plus suffisamment de temps pour régler la question de ces mauvaises cartes qui sont en circulation, mais en plus, avec la monétisation de ces cartes, le problème, il est triplé. Maintenant, lorsque vous parlez de la cartographie électorale, je me rends compte quand même que nous sommes un pays où le taux de pénétration d'Internet est assez moins, mais la CENI a fait quelque chose. Parce que la CENI a expliqué qu'ils n'ont pas suffisamment d'espace géographique, j'allais dire d'espace matériel, pour afficher toutes les listes, ils ont mis en place un système informatique où chacun pouvait retrouver son nom dans la base de données de la CENI, c'est-à-dire à partir de la cartographie qui est sur les sites. Nous, par exemple, candidats, lorsqu'il fallait connaître la liste définitive des candidatures ou pour avoir ne serait-ce que l'ordre des listes électorales, moi je suis le numéro 245 à Lemba, pour savoir que je suis le numéro 245, il a fallu que j'aille sur les sites de la CENI, que je voie la liste qui a été publiée. Et donc, chaque candidat peut faire cet exercice, mais il peut aussi appeler sa base à faire cet exercice. Et donc, plutôt que de chercher de poux dans une tête chauve, plutôt que de pouvoir créer des tensions, parce que tous ces discours appellent à une certaine tension, il faut plutôt que les leaders politiques, même si le travail de la CENI n'est pas non plus parfait, il y a d'ailleurs beaucoup d'imperfections, et j'en ai relevé quelques-unes ici, il faut faire aussi un travail de fond, c'est-à-dire parler à sa base, leur dire écoutez, allez-y sur les sites de la CENI, commencez par vérifier si votre nom est sur la liste, bien évidemment. Et ça nous éviterait peut-être un peu du dilatoire, parce que pour moi, ça devient un peu du dilatoire. Parlons de Mme Billet. Il y a dans ce pays une jurisprudence, j'allais dire un précédent. Okay. Dans ce pays, toute la ville de Béni, ou le territoire de Béni, que je ne me trompe, a été écarté aux élections dernières. De 2018. De 2018. Parce que justement, la situation sécuritaire ne permettait pas qu'il y ait élection. Aujourd'hui, le territoire de Kwamut, pas très loin de Kinshasa, a connu ce genre de problème d'insécurité justement. Et plutôt que d'handicaper toute la nation, parce que si on ne va pas aux élections, j'en connais qui vont dire que Tshisekedi a créé cette tension pour qu'il n'y ait pas des élections. Et le président, lui, il l'a rappelé hier, en félicitant son gouvernement. Il a dit justement que ce gouvernement est engagé à tenir les élections dans le délai. Les élections de 2018 devraient se tenir normalement en 2016. Elles se sont tenues en 2018 et non sans conséquence. Rossi Mukendichimanga, d'heureuse mémoire, a perdu sa vie, notamment parce que les élections ne se sont pas tenues en 2016 comme convenu. Et donc, il faut que l'on ait l'habitude dans ce pays de respecter le délai, de s'en tenir à la loi, en dépit de grandes difficultés qui s'imposent à nous. Et donc, je pense que pour que nous ayons des élections apaisées dans ce pays, il faut que chaque leader politique porte un discours d'apaisement.
Ce que nous avons vu à Malemankulu, lorsque nous avons entendu des gens lancer Bouchéché, les Swahiliphones sauront ce que ça veut dire, qu'ils ont dit qu'ils allaient mettre de coups de poing aux gens, on va bien se demander de quel coup de poing s'agit-il. Parce que lorsqu'on a refoulé... Si on commence à s'attaquer aux Kassaïens, ce ne serait peut-être pas à cause du discours du candidat Moïse Katumbi qui s'est attaqué à la province aux Kassaïens d'une certaine façon. Vous allez me tirer le verre du nez. Moi, je suis plutôt pacifiste là pour l'instant. Je n'ai pas envie d'aller dans cette direction parce que j'ai des choses à dire. Et je pense que pour moi qui veux appeler à la paix aujourd'hui, ce que j'ai à dire n'est pas forcément à dire sur la place publique. Je pense justement que certains candidats sont responsables quelque part. J'ai entendu un candidat, quelqu'un qui a été ministre, s'il vous plaît, dans ce pays, quelqu'un qui a été ministre du Plan. Je ne veux pas lui faire la publicité de citer son nom. Il est déjà suffisamment connu, même si sa notoriété va virer finalement au rouge. Ce monsieur qui a été ministre national, s'il vous plaît, a eu l'audace, j'ai envie de dire le culot, il a eu la maladresse de dire que lorsqu'on vit chez les gens, il faut apprendre à vivre chez autrui. Comme si les Kassaïens qui habitaient à Kinshasa sont chez autrui. Comme si les Nékongo qui vivent à Kinshasa sont chez autrui. Comme si le Katangé qui siège à Kinshasa en tant que ministre sont chez autrui. Comme si les Kassaïens qui vivent dans le Katanga sont chez autrui. Comme si ceux du Bandundu qui vivent par exemple dans le Kassai, c'est quand même aberrant. Hein? C'est quand même ridicule. C'est quand même ridicule. Et moi je suis plutôt écœuré par la nonchalance, et j'en ai parlé sur les réseaux, la nonchalance, la complaisance, le laxisme de nos autorités justement. Je pense de mon point de vue que ce ministre, cet ancien ministre, que ce monsieur aurait été peut-être derrière le barreau, les choses se seraient passées différemment. Vous avez vu un député ici qui a tenu de propos de cette couleur, de cette nature, des propos ségrégationnistes, des propos divisionnistes, des propos incendiaires justement. Ces messieurs, ces députés, a été arrêté en procédure de flagrance d'ailleurs. Et je crois que ça devrait être le même sort pour chacun des candidats, pour chacun des leaders politiques. Que fait la justice? La justice, parce que vous et moi, nous avions bien suivi comment il s'est prononcé. La justice n'a peut-être pas suivi ça. Et pourquoi il est en train de traîner les pieds? Oui, il traîne des pieds. Je pense que comme disait le président Tshisekedi, la justice élève une nation. Encore hier, les présidents de la République disaient que la justice élève une nation et que l'état de droit, c'est un idéal que nous devons atteindre. Mais pour atteindre l'idéal qui est l'état de droit, il faut que nous ayons le plus grand pilier qui est la justice. Et notre justice, elle pose encore de problèmes. Beaucoup de problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Beaucoup trop de problèmes. Il faut quand même dire que moi, en tant que personne, j'avais fondé beaucoup de mon espoir, en tout cas grande partie de mon espoir, sur la justice justement. Fort malheureusement, la justice nous a déçus, je vous le dis. Et le président Tshisekedi, d'ailleurs, ne me contredira pas. Lors de son entretien avec sa porte-parole Tina Salama, il a dit effectivement que s'il a une déception, c'est aussi la justice. Cette justice pour laquelle il se bat, parce qu'il a fait quand même certaines nominations, il a fait certaines révocations, les nouveaux magistrats qui sont rentrés il n'y a pas très longtemps. Oui, il essaye de faire, de se démêler pour reformer cette justice. Et je pense que toute notre attention en tant que Congolais, moi qui suis défenseur des droits de l'homme, je regarderai encore pour longtemps avec beaucoup d'attente et beaucoup d'espoir cette justice en espérant qu'elle s'amende au plus tôt. J'aurais voulu justement que ce monsieur ou toutes ces personnes qui portent ces discours se retrouvent d'office derrière le barreau parce que le ministère public, c'est aussi ça son rôle, c'est de rechercher même des infractions. Et donc je suis un peu déçu qu'on en soit arrivé là. Et donc j'espère que les personnes concernées vont s'amender, en tout cas le plus rapidement possible, pour éviter à ce pays de sombrer dans une crise. Parce qu'il faut rappeler que les temps ont changé, que nous ne sommes plus dans les années 93-95. Nous sommes dans les années 2000 et même 2023, s'il vous plaît. Il est hors de question que les gens continuent d'entretenir une chimère, que les gens continuent d'entretenir un rêve, de caresser le rêve justement de pouvoir occuper une partie de ces territoires comme si c'était leur bien sur lesquels ils auraient un monopole quelconque. Il faut dire que la constitution de la République démocratique du Congo, notre pays, consacre à la RDC comme étant un pays unitaire. Et donc, un Congolais de Bunia est chez lui à Kinshasa. Comme le disait le feu président Mobutu. Effectivement, un Congolais de Kanyabayonga est chez lui à Lubumbashi. Un Congolais de Katakokombe est chez lui dans le Kikwito Bandundu. Et ainsi de suite, nous sommes Congolais et chacun est Congolais chez lui. Chacun est Congolais chez lui.
pour aller pour changer de chapitre, mais il y a eu certaines réactions sur la toile par rapport à la chaleureuse salutation du président Martin Fayulu au président de la République. Les gens ont dit, ah, peut-être ils sont dans une certaine coterie. C'est de la mascarade, le combat, les attaques que faisait Martin Fayulu, c'était pour rien, mais on dirait que c'est peut-être quelqu'un du président de la République qui sont en train de jouer un jeu. Ce ne serait peut-être pas une réalité. C'était une très belle leçon ce que nous avons vécu l'autre fois. C'était une très belle leçon. J'en ai peut-être pas parlé, mais vous m'en donnez l'occasion là. Voir un président de la République en fonction, tout président qu'il est, s'est pointé dans une séance de travail convoquée par la CENI. Il laisse donc tous les privilèges du président. Il se pointe en candidat. Il met autour de son cou un badge donné par la CENI. Il s'émet avec ses collègues candidats, comme il l'a dit lui-même. Et il fait même des remarques, et même des remarques piquantes à la CENI. La CENI pour laquelle certains penseraient, ou certains pensent qu'elle est inféodée au président de la République. Cette commission... Que Denis Kadima serait peut-être membre de l'UDPS. Ah ben, alors que l'on sait que non, parce que nous qui avons travaillé dans l'observation électorale, nous savons que M. Denis Kadima est plutôt un spécialiste de l'observation électorale, ou de l'observation. Même Martin Fayulu a dit, vous êtes choisi, spécialiste. vous avez été choisi pour tricher parce que vous êtes spécialiste. Vous êtes spécialiste en observation, et non comme pour faire les élections. Non, mais vous savez, le président de la CENI, en tant qu'humain, ce n'est pas celui qui organise l'élection. La CENI est soutenue par ce qu'on appelle le secrétariat exécutif national. Le secrétaire exécutif national est peut-être la tête pensante de la CENI. Si vous contredisez ou si vous mettez en doute l'expertise de Kadima, que diriez-vous de Corneille Nangaa? Que diriez-vous de Ngoï Mulunda? Que diriez-vous de Ngoï Mulunda et de l'abbé Malou Malou, qui eux n'avaient aucune expérience en élection? Je pense que, par contre, Denis Kadima a beaucoup de points d'avance sur les autres parce que lui, au moins, il a été dans l'élection. Mais je pense qu'il faut que je finisse sur ce que le Congolais ont apprécié. Parce que j'ai vu à l'unanimité le Congolais saluer le geste d'un concurrent. Parce qu'il faut dire que c'est quand même les challengers principaux du président de la République parce qu'il était deuxième aux dernières élections. Il est venu, il a trouvé le président Tshisekedi déjà installé, il a serré la main en premier. Et le président Tshisekedi a échangé avec lui quelques phrases et on a senti que c'était des Congolais autour de la question congolaise. Mais pour ceux qui seront tentés de discréditer Martin Fayulu, c'est des bonnes guerres, c'est de la politique. Pour ceux qui sont tentés de discréditer Martin Fayulu peut-être au profit de leur candidat, faut-il noter que de tous les candidats qui étaient présents dans la salle, Martin Fayulu est le seul qui a fait de grandes critiques acerbes justement à l'encontre de la CENI et du travail de la CENI. Qui peut accuser ce Fayulu-là que l'on a entendu d'être de mèche avec Tshisekedi justement? Je pense que ça serait de mauvaise foi, mais comme je dis, c'est des bonnes guerres, c'est de la politique. Je pense justement que la leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que nous pouvons être adversaires politiques, mais jamais ennemis. La leçon qu'il faut tirer de ça, c'est que nous pouvons être du Bandundu et du Kasaï, mais jamais être ennemis. Et la leçon, ça serait de dire que le président de la République a pris de la hauteur et il est venu en tant que candidat. Rappelez-vous, je vais peut-être beaucoup évoquer la France aujourd'hui, mais lors des élections, les dernières élections, je ne déteste aucun pays au monde. Et donc, parce que aux dernières élections en France, M. Emmanuel Macron, le président Macron, a refusé tout débat, il a refusé tout contact avec ses concurrents, jusqu'à attendre le grand débat du deuxième tour, et le reproche lui a été fait. Tshisekedi, lui, il a marqué 2 points sur ce coup-là. Il a accepté de se mettre ensemble avec ses frères, tout horizon, pour dire, écoutez, sur la question électorale, moi je pense qu'il y a ça qu'il faut arranger. Il a parlé de la monétisation de cartes, il a dit ce qu'il avait à dire, il a entendu ce qu'il avait à entendre, il a donné ses opinions, et il est maintenant résolument, en tant que candidat, résolument tourné vers les élections de ce 20 décembre. Et donc, tout candidat a dit ce qu'il avait à dire. Je pense que s'il y a encore de problèmes qui persistent, la CENI s'emploie ou s'emploierait pour trouver solution à tout ce problème. Et cette belle image du président Tshisekedi et du président Martin Fayulu,
Cette belle image du président de la République et son ancien concurrent ou son rival direct, cette image doit rentrer dans les têtes de tout le Congolais. Et il faut éviter d'écouter toutes ces mauvaises sirènes qui pensent que saluer son adversaire politique serait un acte d'allégeance ou serait un acte de complicité. Il n'en est rien. On peut donc être adversaire politique et rester frère. Très bien, on peut être adversaire politique et être frère. Ben Bryant, oui. J'aime bien la façon dont vous prononcez les noms. Changeons maintenant de chapitre et on va chuter par là. Jeune que vous êtes, vous portez un fardeau sur vous. Comme on dit en anglais, on your shoulders. Yes. Pour la commune de Lemba. Qu'est-ce qui vous a animé à pouvoir postuler en tant que candidat député pour la commune de Lemba? Merci beaucoup de cette question, elle est très capitale. Lorsque vous posiez la question, I just look at my shoulders pour me rendre compte si j'en avais suffisamment de shoulders pour porter la commune de Lemba. Effectivement, il y a une volonté, il y a une détermination qui m'anime. Il y a surtout un appel qui me motive. Depuis très longtemps ou bien cet appel est récent? Non, cet appel, il est récent. Plutôt, disons qu'il va dater peut-être d'une année. Et cet appel vient de mes compatriotes. Cet appel vient de ce que je peux appeler ma base aujourd'hui, mais cet appel vient de mien, les Lemba Tech, les Bana Lemba, comme on dit. Ce Bana Lemba qui ont été abandonnés durant tous ces derniers quinquennats. Parce que la commune de Lemba qui doit déléguer 2 députés provinciaux, en a délégué 2 qui n'ont jamais fait le travail. Jamais. Jamais. Non, jamais. Ils ont abandonné la commune. À leur triste propre sort. Nous n'avons jamais entendu la voix des Lemba à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous n'avons jamais su, nous, Lemba Tech, qui a voté tel ou tel autre comme gouverneur. Nous n'avons jamais su pourquoi tel député provincial que nous avons envoyé aurait voté telle personne comme gouverneur. Je regarde la ville de Kinshasa. Je veux peut-être noter que je suis initiateur de la campagne de sensibilisation que nous avons appelée La ville est sale. Cette campagne qui constatait, on n'avait même pas besoin de faire les constats parce que le constat, il était évident. La ville est sale. Nous avons sensibilisé pour dire, dans cet état de choses, nous mourrons. Nous mourrons du paludisme. Dans cet état de choses, nous mourrons de la maladie de main sale. Parce que le poubelle jase autour de nous. Parce que le moustique rôde sur nous. Nous attraperons le palu, nous en mourrons. Et donc, il était question pour nous de relever le défi. Les défis d'une jeunesse qui s'assume. Les défis d'une jeunesse qui refuse d'être une génération sacrifiée, mais qui devient une génération qui se sacrifie pour sauver la nation. C'est ça les défis que nous avons acceptés. C'est l'appel que nous avons écouté. Mes compatriotes, les Bana Lemba, qui m'ont vu dans les mouvements citoyens. Parce que je vous parle de la campagne La Ville est sale. Je l'ai menée en tant qu'activiste de mouvements citoyens. Là, je suis initiateur du mouvement ENAF RDC. Et donc, on m'a vu mener la campagne de sensibilisation que nous avons appelée Kinshasa veut un bon gouverneur. Avant que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui est en train de sortir, avant qu'elle ne vote le gouverneur, nous avons alerté. De notre point de vue, la ville de Kinshasa était dans le coma. La ville de Kinshasa a été mise dans le coma sous Kimbuta. Et donc pour nous, Est-ce que le coma continue toujours? Le coma, il est fini. La ville de Kinshasa est morte maintenant. La ville est morte maintenant. La ville n'est plus dans le coma, mais la ville est morte. Mais elle est morte. Wow, et potentiellement en cours, elle est peut-être en train d'être acheminée vers la morgue. Wow. Et il est question, il est maintenant temps que nous puissions réanimer cette ville et la remettre sur le rail. Hier, réanimer ou bien ressusciter? Non, mais ressusciter, c'est le mot qu'il faut. Parce que réanimer, on va croire qu'on est encore dans le coma, mais il faut la ressusciter justement. Le mot, il est trouvé, il faut ressusciter justement cette ville. Parce qu'elle est morte, la ville. Il faut la ressusciter et pour ça, il faut un miracle. Il faut suffisamment de volonté, il faut suffisamment d'abnégation, il faut suffisamment de solidarité et il faut suffisamment de résilience.
faudrait-il refonder la ville-province de Kinshasa ou bien continuer sur ce qui a déjà été fait depuis? Non. Je le disais en 2019, je le redis aujourd'hui, Kinshasa veut un bon gouverneur. Parce que Kinshasa est non gouverné. Kinshasa est dans un état d'ingouvernabilité. Kinshasa est non gouverné. Kinshasa est une ville orpheline. Nous avons un gouverneur, comme vous voyez le boulevard ici, il est bien illuminé. On peut marcher, bon voilà quoi. Et il se félicite quand même. Sur ce boulevard-là, j'ai vu que la ville de Kinshasa aujourd'hui est beaucoup plus meilleure qu'autrefois. Non, dire ça serait un crime. Serait une insulte, j'ai envie de dire, aux Kinois. Dire que Kinshasa se porte mieux aujourd'hui serait un crime. Vous parlez de la lumière, là. J'ai vu sur ce boulevard éclairé, j'ai vu des gens perdre leur voiture. J'ai vu des gens être enlevés sur ce boulevard-là. Vous êtes journaliste, vous en savez plus que moi. Cette ville est vouée, elle est abandonnée à elle-même. Cette ville est sale, cette ville est insécurisée, cette ville inonde, cette ville suffoque. Cette ville est ingouvernée. C'est fort comme propos, hein. Pourtant c'est la réalité. J'ai rencontré le gouverneur Ngobila, je lui ai dit exactement la même chose. Je lui ai dit que la ville est sale. Parce que, je ne peux pas comprendre, mais ça sera aussi mon travail en tant que député provincial. Lorsque les Banalemba m'auront accordé leur suffrage et qui m'auront envoyé à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je militerai justement pour que la gestion de la ville de Kinshasa soit pas seulement décentralisée, mais aussi déconcentrée. Il est hors de question que les entités territoriales décentralisées, parce que les communes aujourd'hui, les 24 communes de la ville de Kinshasa sont des entités territoriales décentralisées. Et il est hors de question qu'une entité territoriale décentralisée comme l'EMBA puisse dépendre de l'hôtel de ville pour vider ses poubelles. Wow. Oui, qu'un gouverneur... La commune de l'EMBA dépend de l'hôtel de ville. Justement, il faut déconcentrer la gestion de la ville. Qu'on attende qu'un gouverneur appelle le chef de l'État à Bandal pour lancer un projet creux qui n'a aucune vision, qui n'a aucun contenu, pour dire ouais, Kinshasa Bopeto, et puis on en fait des chansons, on en fait des clips pour rien. On dépasse ça, c'est une aberration. De l'argent de l'État. On jette de l'argent par la fenêtre, justement. Il faut déconcentrer la gestion de la ville. Il faut que l'on en arrive à vider. Parce que la commune de l'Éman, en tant qu'entité territoriale décentralisée, elle a des ressources. Elle a un budget. Il faut que l'on arrive à gérer notre budget au niveau de la commune. Évidemment. Il faut qu'on n'ait pas... Les communes n'ont pas de budget. Oui, si vous voulez, quand vous dites budget, si vous voyez un document formel où on dit entrée-sortie, peut-être que ça ne peut pas exister. Mais les communes ont des budgets parce qu'ils ont des entrées. Les marchés que vous voyez là, c'est des ressources. Mais où partent les taxes que l'on paye partout là, c'est où partent toutes ces sommes d'argent? Dans les poches des individus? Dans des poches des individus pour le donner aux musiciens après, pour que le musicien nous chante un peu partout. Dans des poches des individus pour se taper de grosses voitures, dans des poches des individus justement. Est-ce que la faute n'incombe pas aussi aux députés provinciaux? Mais c'est pour ça que nous allons les remplacer justement. La faute, ce sont eux justement. Ils sont corrompus d'une certaine façon. Ils ne sont seulement pas corrompus. Ils sont non simplement corrompus, mais ils sont domptés. Ils sont dociles. Vous avez vu ce qu'il y a eu il y a très récemment à l'Assemblée provinciale. Vous avez vu ces députés qui ont créé un fan club, qui ont créé un club de fanatiques justement du gouverneur. Vous avez vu ces députés qui ont refusé de suivre leur président de l'Assemblée provinciale lorsqu'il s'est révolté justement, même si lui non plus n'est pas exempt de tout reproche justement. Vous avez vu ces députés qui ont fait bloc à cause de quelques billets de banque parce qu'on connaît l'histoire. Aucune motion depuis qu'ils sont à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Aucune révocation contre ne serait-ce qu'un seul ministre pour une ville aussi sale que celle-ci, pour une ville aussi insécurisée que celle-ci. Aucune motion, aucune convocation. Est-ce qu'on a vu une Assemblée provinciale aussi nonchalante, aussi vide? Est-ce qu'on... Aucune production, j'ai envie de dire. Je ne veux manquer du respect à personne. Mais de manière générale, cette Assemblée provinciale n'a rien produit. N'a rien produit. Et ça, il faut le rectifier. Il faut non seulement donner à Kinshasa un bon gouverneur, il faut militer pour la décentralisation et la déconcentration de la ville de Kinshasa. Il faut militer pour que nos bourgmestres aient un véritable pouvoir,
parce que ça c'est très Les important. bourgmestres n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de réel pouvoir, si ce n'est officier une cérémonie de mariage. Wow. Ah ben oui, il faut que le bourgmestre ait un réel pouvoir. Il faut que le bourgmestre, j'allais dire, arrête d'être des garçons de course de gouverneur, justement. Donc, les bourgmestres, ce sont des garçons de course du gouvernement. Oui, parce que c'est lui qui les nommé, en violation de la Constitution d'ailleurs. Maintenant qu'il y aura des élections au niveau communal, urbain, au niveau urbain, on va voter des conseillers communaux. Et ils seront un peu libres. Ils seront libres de choisir un bourgmestre et le bourgmestre, lui, sera répondant. Il répondra justement à ces conseillers municipaux, qui veut dire la population. Donc, le poids que j'ai de la commune de Lemba, c'est de redorer le blason de cette commune connue, ternie, mais le blason terni. Alors, vraiment lamentablement terni. J'ai envie de redonner des lettres de noblesse à la commune de Lemba, réputée, connue comme commune du savoir, commune d'intellectuels justement. J'ai envie sur le plan social, parce que j'ai un projet que je veux porter sur le plan institutionnel, j'ai dévoilé quelques lignes. Je parlais justement de la déconcentration de la ville, de la gestion de la ville. Je parlais de fournir ou donner à Kinshasa un bon gouverneur. Mais sur le plan social justement, nous ferons deux choses. Il faut donner à la commune de Lemba sa robe d'antan. Et pour lui redonner sa robe d'antan, il y a des choses que nous comptons faire du point de vue éducation. Nous allons, nous, en tant que personne, et ça n'a rien à voir avec mon rôle de député, en tant que député provincial, mais ça a à voir avec ma fibre lembatech. Ça a à voir avec mes origines, je vais dire, ma sociologie avec Lemba. Et donc nous allons, pour ne peut-être pas dévoiler un pan de notre programme, mais nous allons fournir à Lemba de structures qui vont faire redevenir cette commune intellectuelle. Je porte aussi le poids de l'insécurité à Lemba. Ma commune, une insécurité grandissante et criante. Ma commune, connue comme une commune pacifiste, aujourd'hui, elle connaît de problèmes d'insécurité et même en pleine journée. Le Koulouna que nous n'avons pas connu, lorsque moi j'étais élève au collège Saint-Théophile de Lemba, je ne connaissais pas ce que c'était le Koulouna. Lorsque j'étais élève au complexe scolaire Sainte-Famille de Rigini, je ne connaissais pas ce que c'était le Koulouna. Aujourd'hui, j'en connais de mes frères et sœurs qui ont été agressés, blessés, vandalisés, blessés alors grièvement par ce phénomène Koulouna. Et qui pour porter la voix de Lemba? Qui pour plaider, je ne sais pas, pour plaider au niveau des autorités, pour résoudre le problème? Qui pour porter à bras le corps cette question de Lemba? Les personnes que nous avons envoyées, elles se sont contentées d'avoir un réseautage par-ci par-là, d'entrer dans telle combine. Et Lemba est délaissé. Et ça, c'est un défi. Et ça, c'est un poids que je porte justement sur mes épaules. Et j'espère avoir suffisamment, parce que j'en ai la volonté, parce que j'en ai la détermination et parce que j'en ai pris la mesure, j'ai pris la mesure justement de l'importance. Et donc je pense que oui, mes épaules seront suffisamment larges et suffisamment fortes, avec la force justement, avec la force de tous les Lembatech pour porter le poids de cette commune. Parce que je vais parler pour eux et avec eux. Très bien. Je vous donne 30 secondes de regarder la caméra et vous adresser au peuple, aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, au peuple congolais, comme aux habitants de Lemba, les fils et filles de Lemba, le message, il est peut-être générique aujourd'hui parce qu'il est connu. Nous disons Lemba toko Lembate. C'est un message de résilience, c'est un message de solidarité. Un message de résilience parce que nous connaissons beaucoup de problèmes. Et si nous ne sommes pas résilients, nous allons couler avec nos problèmes. Soyons suffisamment résilients, chers fils et filles de Lemba, et soyons suffisamment résilients, chers peuples congolais. De partout où vous êtes, en dépit des difficultés, restons solidaires et restons résilients. Parce qu'ensemble, avec cette résilience et cette solidarité, nous allons surmonter le problème. Nous allons redorer le blason de ce pays et de nos communes, de nos communautés respectives. Et nous serons ainsi, pour le jeune de ma génération, nous serons ainsi une génération, non pas une génération sacrifiée, mais une génération qui accepte de se sacrifier pour sauver la nation. Je vous remercie. Ben Bright, merci de répondre à notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour ce numéro. Vous avez suivi Ben Bright, qui est candidat député pour la commune de Lemba. Il a dit avec son cœur, il a expliqué les choses
comme nous ne sommes pas encore en campagne, la campagne c'est déjà pour ce dimanche. Alors, merci de nous avoir suivis. Envoyez-nous vos questions, vos réactions. Nous sommes très ouverts. Alors, pour le reste, portez-vous bien. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.